Que penses-tu en général? À Montauban. On ne devrait jamais quitter Montauban. Salut les parapotes, c'est reparti pour une séance de mécanique du vol et aérodynamique dans le cadre du brevet de pilote confirmé de parapente. Alors je vois beaucoup de pilotes embêtés par ces notions de mécanique et de vol et aérodynamique appliquées au parapente. Je me suis posé la question à savoir pourquoi. Certains n'ont pas toujours les bases nécessaires pour appréhender cette mécanique parfois complexe, et en particulier la représentation théorique sur un schéma des forces. Pour d'autres, et j'en ai fait longtemps partie, cela revient à se dire comment on étudie la mécanique des forces appliquée au parapente. Je m'explique. On est volant et on veut s'imaginer comment réagit notre aile en fonction des différents cas. Et là, on veut appliquer la théorie de la mécanique des forces à notre parapente. Sauf qu'en fait, en mécanique, quand on étudie le comportement de notre parapente, on part d'un autre principe, à savoir que le parapente est fixe, tout comme il le serait dans une soufflerie, et que ce sont les flux d'air et les forces associées qui vont bouger. Oui, c'est bien le vent relatif que l'on va faire bouger avec une aile qui reste fixe dans l'espace. Le référentiel devient donc notre aile, et notre représentation mentale et les raisonnements associés sont mis en difficulté. J'ai donc choisi d'essayer de vous accompagner, de vous aider à comprendre cette mécanique et aérodynamique avec des compléments un peu différents. Dans la construction et la réalisation des schémas, j'ai aussi essayé de vous apporter une méthode, une logique pour dessiner. Allez, c'est parti. Les sujets développés correspondent aux attendus de la mécanique de vol et aérodynamique du brevet de pilote confirmé de parapente. Les angles, le gradient de vent, les forces lors d'un virage stabilisé, la portance, la traînée et la finesse, la charge à l'air, l'angle de dérive, la fermeture asymétrique, le décrochage, l'autorotation et l'angle d'incidence avec les oreilles. On commence par des rappels sur les angles. On appelle la corde d'un profil d'une aile, la droite reliant le bord d'attaque au bord de fuite. On trace l'horizon. Il positionne le plan de l'aile par rapport à l'horizontale. C'est une référence spatiale par rapport à cet horizon, par rapport à ce plan horizontal. On trace le vent relatif à notre aile sur le bord d'attaque. Et maintenant, on peut parler des angles à connaître. L'angle formé entre la corde et l'horizon est l'assiette. L'angle formé entre le vent relatif et l'horizon est l'angle de planée. L'angle formé entre le vent relatif et la corde de votre aile est l'angle d'incidence ou l'incidence. À savoir que l'incidence ne se voit pas sur une aile en vol, seule l'assiette qui est un repère dans l'espace peut être évaluée par rapport à l'horizon. Notre trajectoire est exactement dans l'axe du vent relatif à notre aile. Avec la variation d'incidence, on voit souvent les démonstrations du décrochage sur un excès d'incidence et des fermetures sur une diminution trop importante d'incidence. Vous êtes pilote de parapente, évoluant vers le BPC, et piloter son aile, c'est piloter en permanence l'incidence ou l'angle d'incidence, par un pilotage actif de votre part. L'incidence de son aile par rapport au vent relatif, et cela sans aller chercher le seuil de décrochage de votre aile. Je vous rappelle la logique de pilotage. C'est toujours regard, sellette, commande. Pourquoi je dis ça? Car on voit trop de pilotes agir directement avec les commandes sans passer par la phase regard, puis pilotage sellette avant d'aller toucher aux commandes. Donc c'est bien le regard qui va nous permettre de fixer ou d'aller chercher son cap, la sellette qui permet par nos appuis d'aller ou maintenir le cap, et la commande qui est le turbo. Essayez sur votre chaise. Vous êtes bien installé. Regardez d'un côté, vous allez sentir que votre appui sur la fesse de ce même côté est plus accentué. Appuyez encore.
comme si vous souhaitez tourner. Il reste à rajouter de la commande. Cette logique, regard, sellette, commande, est importante pour la précision, la performance et la sécurité. La logique va rester la même pour le seuil de fermeture de votre aile. On est bien dans un pilotage actif pour rester dans le domaine de vol. Donc, avec un vent relatif qui n'ira pas jusqu'à la fermeture par un angle d'incidence trop faible. Là, ce sont les bases à connaître pour aborder la suite. J'ai volontairement enlevé l'angle de planer que l'on se sert très peu dans nos démonstrations. L'ordre d'idée des angles d'incidence est compris entre 5 degrés pour le seuil de fermeture et l'ordre de 18 degrés pour le seuil de décrochage. Et donc, en vert, on voit la zone où l'on doit piloter notre incidence. Le gradient de vent à l'atterrissage. Effectivement, cela peut être problématique dans certains cas, surtout si on n'a pas appris à le détecter et à le piloter. On parle du gradient de vent à l'atterrissage, c'est le titre, ou plus exactement dans les prises de terrain pour aller atterrir. L'aile est équilibrée en vol, l'effet pendulaire aile-pilote fait que votre aile est au-dessus de votre tête, avec un vent constant. Quand on a l'intention d'aller se poser, on a choisi son point d'aboutissement, mais on ne sait pas s'il y a du gradient qui va influencer notre posée. Mais c'est quoi ce gradient? La vitesse du vent que l'on a peut varier graduellement à l'approche du sol. C'est ce que l'on appelle le gradient. Dans nos cas, à l'approche du sol, par effet gradient, le vent va décroître, va diminuer. En fonction du gradient que l'on va rencontrer, il pourrait être à l'approche du sol, mais aussi dans ce que l'on appelle un gradient haut. Sans action de pilotage, cela va modifier nos repères par rapport à notre point d'aboutissement, initialement fixé, et potentiellement source d'accident par un non-pilotage du gradient qui va nous faire cratériser, par une mauvaise réaction car on est trop court ou trop long opposé avec la rencontre par exemple d'obstacles, une mauvaise réaction liée au stress d'une situation non apprise ou anticipée. Le gradient, on peut l'anticiper en fonction des conditions météo et aéro, en fonction de la configuration du terrain et de la nature du sol, de certains sites également. Mais on peut aussi être surpris par un manque d'analyse ou d'information. Et alors, on devra gérer cette situation. Pour préciser certaines explications rencontrées et qui sont parfois érodées, le gradient est toujours présent. Exception faite sur un vent de 0 km/h sur toutes les couches. Cela veut dire que lorsque vous avez 10 km/h de vent, il y aura un gradient. Certes, peu marqué, voire peu ressenti par votre aile, mais il y aura bien du gradient présent. Cependant, le gradient donc est ressenti et est plus marqué par un vent fort. Pour nous, c'est de l'ordre de 18 à 20 km/h. À partir de cette valeur, qu'on va le ressentir, et sur un terrain dégagé. Pour préciser encore, une fois de plus, certaines explications rencontrées, sur un terrain présentant des obstacles, des arbres, du bâtiment, une butte avec un relief, avec du vent fort, ce n'est pas du gradient qu'on va ressentir, c'est de la turbulence qui sera ressentie, à cause d'un air qui va être tourbillonnaire, voire turbulent également. L'autre critère favorisant le gradient est la stabilité de la masse d'air. Pour ça, on va regarder les nuages, la pression atmosphérique du jour, la variation de température en fonction de l'altitude. Ça, c'est un sujet qui sera un peu plus approfondi côté météo. Le gradient également peut se ressentir jusqu'à une hauteur de 300 mètres. Je le rappelle, en parapente, on est surtout attentif dans les phases de posée qui nécessitent d'être encore avec toute notre attention et d'avoir gardé, comme on dit, du jus pour atteindre le point d'aboutissement fixé en toute sécurité. On verra aussi que sur un gradient haut, cela va perturber nos repères par rapport à notre point d'aboutissement fixé. Lorsque l'on subit le gradient,
notre aile va se trouver dans une phase transitoire où elle va rechercher à nouveau sa stabilité pendulaire. Les repères appliqués à cette aile sont le vent relatif et l'angle d'incidence. Cela veut dire que sur une variation de vent, et avant même que notre aile ait eu le temps de réagir, le vent relatif aura un angle d'incidence différent. On dit angle d'incidence doit nous faire penser de suite à la réaction de notre aile et aux limites acceptables de notre aile. On a notre aile équilibrée avec le vecteur V0 de notre vent relatif à l'instant t, auquel correspond un angle d'incidence. On a également notre seuil de décrochage sur une incidence trop grande et notre seuil de fermeture sur une incidence trop faible. L'incidence est bien liée à notre vent relatif, à notre aile. Avant de poursuivre, je fais juste un rappel sur ce qu'est un vecteur. Un vecteur, c'est la représentation graphique d'une force. Normalement, il est dessiné avec un point d'application, son orientation avec un axe, et avec la longueur qui donne son intensité, et une flèche, pour donner donc la direction. Alors souvent, dans les représentations, on ne mettra pas le point d'application. Maintenant, on va voir ce que cela donne avec un schéma où les vecteurs doivent expliquer ce phénomène de gradient. On a le vecteur V0 d'une longueur qui détermine notre vent relatif et un angle d'incidence associé. On a notre gradient vecteur G qui apparaît, qui représente une baisse du vent atmosphérique. On peut alors dessiner notre vecteur V1 qui représente notre nouveau vent relatif. Notre nouvel angle d'incidence est plus grand et visuellement, sur le schéma, on peut observer que le vecteur V1 qui représente le nouveau vent relatif est plus petit que le vecteur V0, le vent relatif initial. On peut constater que le gradient vecteur G peut s'apparenter à une rafale arrière. Vectoriellement, on dit que V1 ou le vecteur V1 est égal au vecteur V0 plus le vecteur gradient. Avec un gradient plus important, il y a un risque d'aller au seuil de décrochage par un angle d'incidence trop important. Quelle va être la réaction de notre aile? Quelle va être la conséquence aérodynamique? Le vent de face diminue, donc le vent relatif va décroître. L'incidence, comme on peut voir sur ce schéma, augmente avec le risque de décrochage. Notre aile va rechercher à retrouver sa stabilité pendulaire. Avec cette nouvelle incidence plus grande, notre aile va abattre afin de retrouver de la vitesse et de la portance, ce qui aura donc une influence sur notre posée. Voyons ça maintenant avec des petits schémas qui sont parlants. En fonction du type de gradient que l'on aura, le posé sans action de notre part pourra être très différent. Avec un gradient haut, le posé va se faire plus loin en considérant qu'après le gradient, le vent en dessous sera constant. Un gradient bas, en phase de posée, va nous faire atterrir avant et parfois fort si on ne l'a pas anticipé. Avec un vent constant, de bons repères sol lors de sa PTU, on doit faire la cible qui est notre point d'aboutissement. Si on prend le gradient près du sol, quand l'aile rencontre du gradient, c'est-à-dire moins de vent à l'approche du sol, elle va être en recherche de vitesse, elle va piquer et la finesse va être dégradée. Et elle n'aura pas le temps de retrouver sa stabilité pendulaire. Le posé se fera avant le point d'aboutissement initialement prévu. Dans ce cas-là, le pilote devra anticiper le freinage final, ce dernier se confondant avec l'arrondi qui devra être ample et souple. C'est aussi le cas si le pilote prend en compte
tardivement ce gradient par une gestuelle non adaptée, par un manque de vitesse lié à trop de freins en finale. Dans le cas aussi d'un gradient qui va être vraiment très marqué, il pourrait y avoir un risque de décrochage. La parade étant d'avoir suffisamment de vitesse pour s'en prémunir. De ne pas avoir un freinage, mais le contact habituel et pas plus. Si cela se produit, on a déjà pu le voir, le retour est beaucoup plus rapide et soudain, avec la possibilité de cratérisation. Dans le cas du gradient haut, c'est-à-dire une baisse de vent en hauteur, puis un vent constant mais plus faible jusqu'au sol. Dans un premier temps, l'aile à bas pour prendre de la vitesse. Puis après ce passage transitoire, la finesse sol est plus grande qu'avant le gradient. Le posé se fait après le point d'aboutissement. Ici, la prise de vitesse a été maximale lors du gradient. L'aile accélère, puis reprend sa stabilité pendulaire. Et après, du coup, on va être long. On rappelle que la finesse sol, c'est la distance parcourue horizontale par l'altitude consommée verticale. Ici, il est plus approprié de parler de finesse. Le rapport de la vitesse horizontale par la vitesse verticale ou le taux de chute. Une fois le gradient passé, la vitesse horizontale augmente, donc la finesse sol augmente et on va poser plus loin que notre point d'aboutissement initialement prévu. Dans le manuel du BPC, la question qui nous est posée: quelles vont être les conséquences en termes de capacité de vol de votre aile d'un gradient de vent à l'atterrissage? Schéma et explication. Quel type de manœuvre éviterez-vous et mettrez-vous en place et pourquoi? Les éléments de réponse doivent comporter la définition du gradient, la conséquence aérodynamique sur l'aile, les cas possibles de trajectoire, les manœuvres à éviter et les précautions à prendre. Afin d'y répondre ensemble, je vous invite à prendre un papier et vos stylos de couleur pour refaire ce qui est attendu sur le sujet et également afin de vous entraîner. Par rapport à la définition, on doit voir apparaître des mots-clés. Le vent décroît, l'approche du sol, ses fonctions du sol, la nature et la configuration, terrain dégagé, ressenti par vent fort et facteur favorisant qui est la stabilité de l'air. On l'accompagne, comme on a vu, d'un schéma pour montrer que l'on a compris où est potentiellement la zone de gradient et les zones de turbulence. Et pourquoi? Le gradient sur la zone dégagée que l'on voit bien apparaître, les zones de turbulence qui sont liées au relief et aux obstacles, et on voit en partie bleue le vent qui décroît puis qui est constant. Le gradient, c'est bien la variation graduelle de la vitesse du vent à proximité du sol. Pour dessiner un schéma de la conséquence aérodynamique qui montre que vous avez compris, on commence par dessiner une aile avec la corde et l'horizon. On trace le vent relatif initial, vecteur V0, et son angle d'incidence I0. On fait apparaître le gradient avec son vecteur G, puis on peut tracer le nouveau vecteur V1 et son nouvel angle d'incidence I1. On fait apparaître une limite qui correspond au seuil de décrochage avec un grand angle d'incidence. Pour les cas de trajectoire possibles, il y a le gradient près du sol. On trace le sol, un parapente avec son plan de descente sans gradient et son point d'aboutissement. On trace le gradient de vent qui décroît, puis
la trajectoire avec gradient. On fait la même chose avec le gradient haut. On trace le sol, un parapente plus petit, car il est plus haut avec son plan de descente sans gradient et son point d'aboutissement. On trace le gradient, devant haut et constant en partie basse. Puis la trajectoire avec le gradient haut et le vent constant par la suite. Pour les manœuvres à éviter, et pourquoi, afin de donner du sens à nos réponses. Les basses vitesses, on augmente l'angle d'incidence, on diminue notre marge de sécurité au décrochage. Les oreilles, même chose. L'angle d'incidence augmente, on diminue notre marge de sécurité au décrochage. Déclencher la prise de vitesse par mouvement de tangage dans le gradient et non au-dessus. Également, il y aura un angle d'incidence qui va augmenter et on diminue notre marge de sécurité au décrochage. S'opposer à la prise de vitesse normale. Il faut accepter l'accélération. Sinon, même chose, on risque le décrochage. Virage près du sol impliquant une demande de vitesse. C'est à proscrire déjà en temps normal pour avoir une finale qui est droite stabilisée de 5 secondes minimum. Et alors avec du gradient, le virage risque de faire plonger l'aile encore plus fort et donc de cratériser de côté. Côté attitude de pilotage, c'est-à-dire les précautions à prendre et les attitudes de pilotage attendues. On doit anticiper l'arrivée dans la zone de gradient en prenant de la vitesse, garder le contact bras haut entre finesse max et touch mini et maintenir cette attitude. S'il y a des corrections de cap à faire, privilégiez les appuis select. En finale, on doit se relever dans la sellette plus tôt que d'habitude. Si c'est turbulent, le pilote doit piloter son aile en ayant à l'esprit qu'il faut garder de la vitesse. Les forces lors d'un virage stabilisé. On va déjà se rappeler ce qui se passe lors d'un vol droit et équilibré. Dans la représentation des principes aérodynamiques et mécaniques, on représente en vol droit et équilibré une aile avec le vecteur poids total volant PTV vers le bas, qui est la somme des poids du pilote, de l'aile, de la sellette avec tout ce qui a pu être embarqué. On a le vecteur des forces aérodynamiques, FA ou RFA pour résultante des forces aérodynamiques vers le haut. C'est la somme des forces de portance et de traînée. Le vecteur PTV est égal et opposé au vecteur FA, force aérodynamique. Maintenant, on va refaire cette même présentation, ces vecteurs, avec l'aile et l'ensemble pilote-sellette séparés. En effet, on dissocie le centre de gravité de l'ensemble avec le centre de poussée. On a donc le pilote avec le centre de gravité de l'ensemble du système L pilote-sellette et le vecteur PTV vers le bas. Puis on a notre centre de poussée et le vecteur des forces aérodynamiques vers le haut, appliqué là à notre aile. Le centre de poussée est le point d'application de la force aérodynamique. À partir de là, on va pouvoir regarder comment une aile se met en virage, puis étudier les forces lors d'un virage stabilisé. On repart avec notre aile et les forces de portance, traînée et force aérodynamique et son centre de poussée. Avec le frein pour tourner, l'incidence augmente côté freiné, qui aura pour conséquence que la portance va augmenter. La traînée va également augmenter, et donc par construction, la RFA ou la force aérodynamique va augmenter. De plus, la RFA ou FA s'incline vers l'arrière
et le centre de poussée recule. Ce qui nous donne ce schéma. D'accord? Où là on voit bien que le centre de poussée a reculé et la force aérodynamique est donc inclinée vers l'arrière. L'aile est en virage stabilisé. Voyons à présent les forces. Dans le manuel BPC, la question qui nous est posée, à l'aide d'un schéma, décrivez les forces en présence lors d'un virage stabilisé. Les éléments de réponse sont schéma de l'aile en virage équilibré, action et bilan des forces en présence, conséquences sur les vitesses. Je vous propose que l'on fasse l'explication ensemble des forces mises en œuvre lors d'un virage équilibré. On dessine notre aile avec le pilote, le centre de gravité CG et le vecteur PTV, poids total volant, en pointillé incliné vers le bas. En vol équilibré, on a notre aile au-dessus de notre tête, donc on peut tracer cette droite verticale. Mais là, on a une aile qui est en virage, donc on va tracer une droite inclinée passant par notre centre de gravité et par notre centre de poussée. On a l'angle θ, Iθ, qui représente notre inclinaison. On se pose alors la question, qu'est-ce qui se passe lors d'un virage stabilisé? On vient de voir sur la slide précédente que par construction, la résultante des forces aérodynamiques, FA, a augmenté. Et cela, on peut l'expliquer avec la composante horizontale, FCP, qui est la force centripète. La force centripète est la force qui maintient un objet dans un mouvement de rotation circulaire. On sait aussi que la force aérodynamique et le poids sont de même intensité et opposés. Donc on peut tracer notre poids apparent qui est de même force et de même intensité. Et on peut également tracer au centre de gravité cette force d'inertie centrifuge Fc. La force centrifuge est une force dite fictive qui amène un corps à s'éloigner du centre de rotation d'un mouvement circulaire. On fait maintenant le bilan et les actions des forces. Le vecteur des forces aérodynamiques est égal au vecteur poids apparent. Ça, c'est très visuel, hein. Au centre de poussée, on voit que FCP imprime la rotation. Au centre de gravité, on voit que la force centrifuge est une composante du poids apparent. Visuellement également, on peut constater que le poids apparent, en virage donc, est supérieur au poids total volant. C'est bon pour l'instant? On peut dire aussi que le poids apparent est égal au PTV divisé par le cos θ. Cet angle θ, par la loi des angles internes-externes, est le même. Et avec la formule trigonométrique dans un triangle rectangle, on a cos θ qui est égal à l'angle adjacent, le PTV, divisé par l'hypoténuse PA, qui nous donne PA égale PTV divisé par cos θ. Conséquence, en virage, le poids total apparent est supérieur au PTV qui est en vol rectiligne. Donc, pour équilibrer et avoir une force aérodynamique plus grande, l'aile doit voler plus vite. Une fois le virage établi, le cadencement par la commande extérieure permet de stabiliser le virage et l'inclinaison du virage. Il y a une affiche pédagogique FFVL sur le virage en parapente. Cette
affiche qui a été présentée, on voit qu'elle est de niveau vert. Ben, je vous invite à y revenir car en progression vers BPC, on voit qu'il y a de nombreuses informations qui peuvent vous aider dans la compréhension du virage en parapente et en particulier avec qu'est-ce qui se passe lors d'un virage équilibré. La portance, la traînée et la finesse. Avant de poursuivre, on rencontre des théories sur quelles lois physiques font voler une aile. Entre les principes de Bernoulli, les lois de Newton, les équations de Navier-Stokes, j'ai envie de vous dire, peu importe. On n'est pas physicien, on prend des approximations qui nous permettent d'avoir une compréhension suffisante, même si c'est vrai, parfois cela peut être erroné. Retenez aujourd'hui, la portance est produite par deux phénomènes. L'écoulement de l'air autour de l'aile qui génère une dépression au-dessus, aspirant notre aile vers le haut, et une surpression en dessous, mais aussi par la déviation de l'air vers le bas. Ces phénomènes font donc intervenir des forces. Voilà une définition qui est vulgarisée de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. D'une manière générale, en aérodynamique, les actions de l'air ou du vent relatif sur notre aile se décomposent en deux forces. La portance et la traînée qui sont respectivement positionnées perpendiculairement et parallèlement et même direction que le vent relatif. De là, on peut en déduire la résultante des forces aérodynamiques appelées RFA ou FA pour force aérodynamique. Ces forces, qui sont en réalité réparties sur toute la surface de notre aile, peuvent se ramener vers un point d'application unique appelé centre de poussée. Maintenant, ces deux termes ne sont pas inconnus. Et si on prend le rapport portance sur traînée, c'est égal à la finesse. La finesse de l'aile est plus précisément la finesse R, qui est la même que la finesse sol quand il n'y a pas de vent. La finesse est aussi la distance horizontale sur la distance verticale, ou encore la distance par rapport au temps, qui est la vitesse, donc une vitesse horizontale sur une vitesse verticale. Comme c'est un rapport de grandeur, avec les mêmes unités, la finesse est une grandeur sans unité. Exemple, on parle de finesse 8, finesse 9, finesse 10, etc. On retient que la finesse est égale à la portance sur la traînée, est aussi égale à la distance horizontale sur la distance verticale, et qui est égale à la vitesse horizontale sur la vitesse verticale. Le schéma des forces et des angles. Vous avez l'habitude de voir ce schéma dans le manuel BPC pour expliquer certaines parties de la mécavol. Je vous propose de revisiter ce schéma par une autre approche, mais qui me semble plus facile à s'approprier. On repart de notre aile, on trace notre vent relatif, puis notre portance qui est perpendiculaire, et la traînée qui est alignée et de même sens que le vent relatif. Notre résultante des forces aérodynamiques qui est verticale. On rappelle aussi que notre vent relatif correspond à la trajectoire. On trace à présent notre distance horizontale dH et notre distance verticale dV. Dans cet ordre-là, je trouve que c'est plus logique et plus facile à retenir pour notre finesse. Notre finesse est donc égale à dH sur dV et à P sur T qui est la portance sur la traînée. On va démontrer que la finesse par le rapport dH sur dV et la finesse par le rapport portance sur traînée est la même. Pour cela, on considère deux triangles. Le plus grand, avec le rapport dH sur dV, et le second plus petit par le rapport portance sur traînée.
On dit qu'ils sont semblables car ils ont les mêmes angles. Et donc leurs côtés correspondants sont proportionnels. Cela veut dire que les triangles sont les mêmes à un coefficient d'agrandissement ou de réduction près, par la règle mathématique des angles alternes internes. Visuellement, on va aussi essayer de voir que ces angles sont les mêmes. Avec cette croix, j'ai refait les repères force aérodynamique et distance horizontale. Avec cette seconde croix verte, c'est les repères portance, traînée, vent relatif qui sont liés. On sait que si je fais varier mon vent relatif, ma portance perpendiculaire et ma traînée dans la même direction vont varier également. Donc, on y va. On voit les angles se dessiner et on peut constater que les angles sont bien les mêmes. Ces triangles sont donc bien semblables et les côtés correspondants proportionnels. On peut donc écrire par proportionnalité que le rapport portance sur DH est égal au rapport traînée sur DV. Ce qui donne, par transformation mathématique, P sur T, portance sur traînée, est bien égal à DH sur DV, qui est égal à la finesse. Dernier point, on va faire la relation entre la finesse et l'angle de planée. On rappelle que l'angle de planée est compris entre l'horizon, ici DH, et le vent relatif, ou la trajectoire. La tangente de l'angle P, avec la formule trigonométrique dans un triangle rectangle, est le côté opposé sur le côté adjacent. Ce qui nous donne dV sur dH. On voit que c'est l'inverse du rapport de la finesse. Donc, la tangente de l'angle P est égale à 1 sur la finesse. Et là, vous devez me dire, ça veut dire quoi? Car dans le manuel, on en reste là. Donc, concrètement, un visuel avec des angles de planée va nous permettre de conclure. Un premier schéma avec un petit angle de planée et un second schéma avec un angle de planée plus grand. Qu'est-ce qu'on peut dire? Plus l'angle de planée est petit, plus la finesse est grande. C'est visuel, hein, sur le schéma, on voit bien la différence entre celui de gauche et celui de droite. Et donc, plus l'angle de planée est grand, plus la finesse est petite. Donc, la tangente de l'angle de planée est bien égale à l'inverse de la finesse. Dans le manuel BPC, la question qui nous est posée, quel est le terme définissant le rapport entre la portance et la traînée? Illustré à l'aide d'un schéma. Les éléments de réponse sont la définition de la portance et de la traînée, la définition de la finesse, le schéma des forces et angles en présence. Pour répondre à la définition de la portance et de la traînée, on va commencer par le schéma des forces et des angles. Pour cela, on dessine une aile avec le vecteur vent relatif. Perpendiculairement, on retrouve le vecteur portance et la traînée qui est dans le même sens que le vent relatif. Par construction, on peut dessiner notre vecteur des forces aérodynamiques, le vecteur qui est bien vertical, direction vers le haut. On sait également que la trajectoire est alignée avec le vent relatif. À partir de là, visuellement, on peut donner une définition de la portance. La portance, vecteur P, est la composante de la force aérodynamique, ou vecteur FA, qui s'exerce perpendiculairement au vent relatif. Pour la traînée, vecteur T, est la composante de la force aérodynamique qui s'exerce dans la même direction
que le vent relatif. Parlons de la finesse maintenant. La finesse, on va le dessiner également sur notre schéma des forces et des angles. On trace la distance parcourue horizontalement sur la distance parcourue verticalement. La finesse R est égale à la finesse sol en air calme sans vent. La finesse est une grandeur sans unité. On peut marquer que la finesse est égale à la portance divisée par la traînée, P sur T, où la distance horizontale par la distance verticale, ou si on parle en termes de vitesse, la vitesse horizontale divisée par la vitesse verticale, qui correspond également au taux de chute. Si on divise une distance horizontale en mètres par une distance verticale en mètres, on voit bien qu'il nous restera plus d'unité. Ça sera l'unité, ça sera une grandeur sans dimension. On parle alors de finesse 8, finesse 7, finesse 10, etc. On peut également tracer, puisqu'on le sait, le vecteur angle de planée, qui est entre l'horizon et le vent relatif, qui correspond par les angles alternes-internes au même vecteur qu'on retrouve entre la portance et la force aérodynamique. Ça pourra nous servir dans d'autres exemples. Autre question qui nous est posée. Dans un vol plané équilibré, quels sont les vecteurs, angles et droites de référence qui permettent de visualiser et de déterminer la finesse? Schéma. Les éléments de réponse sont la définition de la portance et de la traînée, la définition de la finesse et la représentation des forces et des angles. Pour répondre à la définition de la portance et de la traînée, on va s'appuyer sur le schéma des forces et des angles. Pour cela, on va dessiner une aile avec le vecteur vent relatif, suivi du vecteur portance qui s'applique au centre de poussée. Et on peut dessiner également le vecteur traînée qui est parallèle et de même direction que le vent relatif. À partir de là, on peut tracer la résultante des forces aérodynamiques ou directement le vecteur force aérodynamique. On sait également que la trajectoire, ça correspond au vent relatif. À partir de là, on peut répondre à la définition de la portance et de la traînée. La portance, ou vecteur portance, vecteur P, est la composante de la force aérodynamique, qui s'exerce perpendiculairement au vent relatif. Pour la traînée, c'est la composante également de la force aérodynamique qui s'exerce dans la direction du vent relatif. Pour répondre à la définition de la finesse, on va utiliser également notre schéma en traçant DH, qui est la distance horizontale, sur la distance verticale. La finesse R est égale à la finesse sol en air calme sans vent. La finesse est une grandeur sans unité. Effectivement, si on divise des mètres par des mètres, il n'y a donc plus d'unité. Si on prend une distance horizontale divisée par une distance verticale, qui est la finesse, il n'y a bien plus d'unité. C'est donc un rapport sans dimension. La finesse n'a donc aucune grandeur, elle est sans unité. On peut écrire que la finesse, c'est égal à la portance sur la traînée, c'est égal à la distance horizontale divisée par la distance verticale. Et si on prend les vitesses, on peut dire que c'est la vitesse horizontale divisée par la vitesse verticale qui correspond également au taux de chute. On peut voir que l'angle de planée, d'accord, par la loi des angles alternes internes, et on retrouve également cet angle entre la portance et la force aérodynamique. On peut donc marquer que la tangente de l'angle P, par définition trigonométrique, c'est égal à l'angle opposé sur l'angle adjacent. On applique ce qui nous donne distance verticale divisée par distance horizontale. D'accord? Ça, c'est très visuel, hein. Et on peut voir que
dV sur dH, c'est bien l'inverse de la finesse qu'on avait tout à l'heure. Si on regarde au-dessus, sur dH sur dV. On peut donc écrire que tangente P, tangente de l'angle de plané, c'est bien égal à l'inverse de la finesse. On va parler maintenant de la charge à l'air. Voyons à présent l'influence de la charge à l'air sur la finesse. On commence par une définition de la charge à l'air. La charge à l'air, en kg par mètre carré, est le rapport entre le PTV, poids total volant, et la surface projetée de l'aile. Charge à l'air égale PTV sur S. La surface projetée est la surface de l'aile en vol et vue du dessus. La surface projetée est différente de la surface à plat étalée sur le sol. On va voir les deux cas. Quelle différence y a-t-il entre la charge à l'air calculée avec la surface projetée et la charge à l'air calculée avec la surface à plat? La surface projetée, c'est la surface de l'aile vue du dessus, perpendiculairement à la direction du vol. Pour un parapente, cela correspond à la surface effective qui génère de la portance. La surface à plat, c'est la surface totale de l'aile lorsqu'elle est complètement déployée et à plat sur le sol. Pour un parapente, cela inclut toute la toile, même les parties qui ne contribuent pas directement à la portance en vol. L'utilisation de la surface projetée pour le calcul de la charge à l'air avec la surface projetée est souvent utilisée pour évaluer les performances en vol réel, car elle reflète mieux la portance effective de l'aile. La charge à l'air calculée avec la surface à plat est souvent utilisée pour des comparaisons standardisées entre différents modèles d'aile. L'avantage avec le calcul de la charge à l'air avec la surface projetée, cela donne une idée plus précise de la maniabilité et des performances en vol, notamment en termes de taux de montée et de vitesse de décrochage. Alors qu'avec la surface à plat, c'est utile pour des fins de conception et de marketing. Elle permet de comparer les tailles d'ailes de manière uniforme. Dans cette partie mécavol, on utilisera donc la surface projetée pour le calcul de la charge à l'air. Prenons maintenant des exemples avec ce tableau qui est issu de pilotageparapente.com pour comparer justement les charges à l'air. Vous avez un PTV de 70 kg avec une aile de 24 m². Cela nous donne une charge à l'air de 2,92 kg par mètre carré. À présent, vous avez un PTV de 100 kg avec une aile de 20 m². Cela nous donne une charge à l'air de 5 kg par mètre carré. Toujours issu du site pilotageparapente.com, on a un tableau complémentaire qui nous donne des indications sur le comportement et la réactivité de l'aile en fonction de la charge à l'air. On voit la première aile avec une charge à l'air de 2,92 qui est considérée comme un pilotage plutôt mou, alors que l'autre aile, avec une charge à l'air de 5 kg, correspond à un pilotage de type accro. Dans le manuel BPC, la question qui nous est posée, la finesse d'une voile change-t-elle proportionnellement à la charge emportée? À l'aide d'un schéma de polaire, illustrez les modifications principales. Les éléments de réponse sont l'influence de la charge, le schéma de transformation de la polaire, l'effet d'une charge plus forte, l'effet d'une charge moins forte. Pour répondre à l'influence de la charge à l'air sur la finesse, on va utiliser le schéma de la transformation de la polaire. Pour cela, du coup, on dessine la polaire des vitesses avec les vitesses sur un axe horizontal, VH, et sur un axe vertical, VV, qui correspond également, VV, au taux de chute. On trace la courbe caractéristique, qui est la polaire d'une aile et qui est propre à chaque aile. On trace
la finesse max, et à partir de là, on peut déterminer quelle sera la vitesse horizontale et quelle sera la vitesse verticale ou le taux de chute. On trace également la ligne limite de décrochage. À incidence constante, la charge à l'air n'influe pas sur la finesse. Cela veut dire que si on a un PTV plus lourd, on aura une polaire des vitesses où l'on retrouve la même allure caractéristique sur la ligne de finesse max. Si on a un PTV plus léger, on retrouvera également la même allure caractéristique sur les finesses. La finesse dépendra donc du régime de vol, mais pas de la charge à l'air. Si la charge varie, la polaire des vitesses est transformée homothétiquement, selon un cône de projection que je viens de faire apparaître. Homothétie veut dire qu'il y a une transformation géométrique par agrandissement ou réduction. La polaire, comme on peut le voir, se déplace à droite pour un poids plus lourd ou à gauche pour un poids plus léger, en supposant qu'il n'y a pas de déformation sur la structure de l'aile qui serait due à la charge. Cela veut dire que lorsque l'on est à finesse max, taux de chute mini, limite décrochage, les finesses d'un type d'aile restent les mêmes, quel que soit le PTV. À incidence constante, la charge à l'air n'influe pas sur la finesse. La finesse dépendra du régime de vol, mais pas de la charge à l'air. Si la charge varie, la polaire des vitesses est transformée homothétiquement selon un cône de projection. La polaire se déplace à gauche pour un poids plus faible et à droite pour un poids plus grand, en supposant qu'il n'y ait pas de déformation due à la charge. Voyons de plus près maintenant l'effet d'une charge plus forte. Pour cela, on reprend notre polaire caractéristique avec un PTV en violet qui est plus lourd que le PTV initial en noir. Si on augmente la charge à l'air, la polaire des vitesses subit un accroissement homothétique. Toutes les vitesses augmentent, vitesse horizontale et vitesse verticale qui représentent le taux de chute. Effectivement, visuellement, on peut le voir. Si on prend la ligne de finesse max du PTV initial en noir et la ligne de finesse max du PTV plus lourd en violet, on voit bien que la vitesse horizontale a augmenté. Même chose, si on prend la ligne limite de décrochage du PTV initial en noir et la ligne du PTV plus lourd en violet, on voit bien que la vitesse a également augmenté. Parce que plus on descend, plus le taux de chute ou plus la vitesse verticale augmente. On peut dire, les vitesses augmentent, il faudra donc courir plus vite au décollage. L'atterrissage sera également réalisé à plus vive allure, pour ne pas risquer un décrochage prématuré. On peut le constater également sur votre polaire. Il y aura un plus grand effort aux commandes. L'aile sera plus maniable et moins sensible aux turbulences. Mais en cas de fermeture, celles-ci seront plus brutales. On voit également que la vitesse max augmente, ce qui peut être intéressant par vent fort. La vitesse de décrochage augmente, le pilote doit en être averti. Par rapport à votre ressenti en fonction des ailes que vous prenez, si vous êtes du coup sur un PTV milieu de fourchette ou un PTV plus haut, attention au ressenti. La ligne limite de décrochage, regardez visuellement, elle est différente. Elle va augmenter. Et enfin, le taux de chute mini augmente. Cela peut pénaliser en petites conditions. Pour l'effet d'une charge moins forte, même chose, on reprend à nouveau notre polaire des vitesses, polaire caractéristique, mais cette fois-ci avec un PTV en jaune plus léger que le PTV initial. Visuellement, on peut voir que la ligne de finesse max, si on a un PTV plus léger, il observe une vitesse horizontale plus faible et une vitesse verticale plus faible. On regarde également visuellement la ligne limite de décrochage. Quand on a un PTV plus léger, on voit que la vitesse horizontale elle est diminuée et la vitesse verticale ou le taux de chute est également
plus faible. Si on diminue la charge à l'air, la polaire des vitesses subit une réduction homototique. Toutes les vitesses diminuent. Ça conforte ce que l'on vient de dire. Les vitesses diminuent. Il faudra donc courir moins vite au décollage. L'atterrissage sera réalisé à une moindre allure. L'aile vole par contre moins vite et les commandes sont plus molles. L'aile devient plus vulnérable aux variations d'incidence liées à des turbulences avec des risques de fermeture. La vitesse max diminue, ce qui peut être intéressant par vent faible. La vitesse de décrochage diminue également, on vient d'en parler. Et le taux de chute diminue, cela peut aider en petites conditions. Dans le manuel BPC, la question qui nous est posée, si on diminue nettement la charge à l'air, quelles vont en être les conséquences en termes de qualité de vol et pourquoi? Les éléments de réponse sont la définition de la charge à l'air, l'incidence d'une diminution de la charge à l'air, les conséquences sur le vol. Pour la définition de la charge à l'air, on l'a déjà vu, on la répète, la charge à l'air en kg par mètre carré est le rapport entre le poids total volant PTV et la surface projetée de l'aile. Quelle est l'incidence d'une diminution de charge à l'air? Pour cela, on reprend toujours pareil notre polaire caractéristique avec un PTV en jaune plus léger que le PTV initial en noir. Et on regarde ce qui se passe. On peut voir que la ligne de finesse, max, avec un PTV plus léger, on peut observer visuellement que la vitesse horizontale est plus faible et également la vitesse du coup au vertical où le taux de chute est également plus faible. Si on regarde notre ligne limite de décrochage, on voit également que les vitesses horizontales et verticales sont plus faibles. Si on diminue la charge à l'air, la polaire des vitesses subit une réduction homothétique. Toutes les vitesses diminuent. Conséquence sur le vol, on l'a vu, hein, les vitesses diminuent, il faudra courir moins vite au décollage, l'atterrissage sera réalisé à une moindre allure, l'aile vole moins vite, les commandes sont plus molles. L'aile devient par contre plus vulnérable aux variations d'incidence liées à des turbulences avec risque de fermeture. La vitesse maximum diminue, ce qui peut être intéressant par vent faible. La vitesse de décrochage diminue également, on le voit, hein, c'est très visuel. Et le taux de chute diminue, cela peut aider en petites conditions. La question qui est posée dans le manuel BPC, si on augmente, alors qu'on vient de faire si on diminue, maintenant c'est si on augmente nettement la charge à l'air, quelles vont en être les conséquences en termes de qualité de vol et pourquoi? Les éléments de réponse sont la définition de la charge à l'air, l'incidence d'une augmentation de la charge à l'air et les conséquences sur le vol. La définition de la charge à l'air. La charge à l'air en kg par mètre carré est le rapport entre le PTV, poids total volant, et la surface projetée de l'aile. On va s'aider maintenant de la polaire des vitesses avec en noir le PTV initial et en violet un PTV un peu plus lourd. Visuellement déjà vous pouvez constater plein de choses. Et donc quelle est l'incidence d'une augmentation de la charge à l'air? Si on augmente la charge à l'air, la polaire des vitesses subit un accroissement homothétique. Ça veut dire que toutes les vitesses augmentent. Regardez les deux polaires, vitesse horizontale et vitesse verticale où le taux de chute a augmenté. Quelles sont les conséquences sur le vol? Premièrement, les vitesses augmentent, on vient de le dire, donc il faudra courir plus vite au décollage. L'atterrissage sera réalisé lui également à plus vive allure. Pourquoi? Pour ne pas risquer un décrochage prématuré. L'effort en commande sera plus important, parce qu'on est plus chargé sous l'aile. L'aile sera par contre plus maniable, moins sensible aux turbulences, mais en cas de fermeture, celles-ci seront plus brutales. La vitesse maximum augmente.
ce qui peut être intéressant par renfort. Regardez encore une fois les deux polaires. On voit bien que la vitesse de la ligne en violet est plus importante que celle qui est en noir. La vitesse de décrochage augmente. Le pilote doit en avertir. Regardez la limite de décrochage de la polaire en noir et celle de la polaire en violet qui correspond à un PTV plus important. On voit bien que toutes les vitesses ont augmenté. Le taux de chute également. Ce qui veut dire qu'il faut être vraiment attentif. Sous une même aile, avec un PTV plus important, le ressenti sur le visage doit être différent parce qu'on ira plus vite. Et donc attention au risque de décrochage sur des vitesses un peu trop basses. Le taux de chute minimum augmente. Cela peut être pénalisant en petites conditions. Pareil, hein, placez-vous sur votre polaire. Entre la courbe noire et la courbe violette, on voit bien que le taux de chute mini sera plus favorable à position égale sur la courbe noire. La question posée dans le manuel BPC: en se lestant un maximum, vous influencez considérablement certains paramètres de vol. Lesquels? En quoi certaines habitudes de pilote peuvent-elles être dangereuses par cette forte augmentation de charge à l'air? Les éléments de réponse attendus sont la définition de la charge à l'air, l'effet du lest sur la polaire des vitesses, les conséquences sur le pilotage et l'effet sur le comportement de l'aile. La définition de la charge à l'air. La charge à l'air en kg par mètre carré est le rapport entre le PTV, poids total volant, sur la surface projetée de l'aile en mètre carré. Effet du lest sur la polaire des vitesses. Si on augmente la charge à l'air 1, avec une charge à l'air 2 qui sera plus importante, la polaire des vitesses subit un accroissement homothétique, toutes les vitesses augmentent. La vitesse V2, la nouvelle vitesse, sera égale à la racine carrée de la charge à l'air 2 sur charge à l'air 1 multipliée par vitesse V1, la vitesse initiale. Autrement dit, on peut également écrire que la racine carrée, c'est le PTV2 sur PTV1 multiplié par la vitesse initiale V1. Pour ces notions et pour expliquer pourquoi on arrive à cette formule, je vous propose une explication dans le slide suivant. On poursuit. Pour une même incidence, la vitesse horizontale augmente et le taux de chute, vitesse verticale, augmente également. Les conséquences sur le pilotage. Globalement, l'aile est plus physique à piloter, mais aussi plus vive à la sellette, au réglage de référence en rapport avec l'homologation. Et donc du coup, ça sera plus exigeant avec un pilotage plus précis. Les déséquilibres pendulaires auront de plus fortes amplitudes. Forcément, hein, si on va plus vite, les sketchs vont être amplifiés. Moins sensibles aux turbulences, mais en cas de fermeture, celles-ci seront plus brutales. En cas de mauvaise réception au sol, la capacité musculaire du pilote sera fortement sollicitée par une masse totale de son équipement trop forte. L'effet sur le comportement de l'aile. On indique qu'il y a une déformation possible de la voûte, une usure prématurée des suspentes et des tissus, et risque de rupture sous facteur de charge accru sur une aile en fin de vie. On va prendre maintenant le calcul de l'augmentation de vitesse liée à l'augmentation de la charge à l'air pour expliquer la formule précédente. Prenons un exemple. On a un PTV de 80 kg pour une aile de surface projetée de 25 m². La charge à l'air 1, par définition, est donc le PTV sur la surface projetée, donc 80 divisé par 25, qui nous donne 3,2 kg par mètre carré, avec une vitesse connue caractéristique, V1 de 38 km/h. Prenons un PTV de 100 kg pour cette même aile. La charge à l'air 2, avec la même formule PTV sur S surface projetée, donc 100 divisé par 25, nous donne 4 kg par mètre carré. La question est, quelle sera la nouvelle vitesse V2? On va utiliser le facteur de proportionnalité basé sur le rapport des poids
avec soit la charge à l'air, soit le PTV. Le facteur de proportionnalité nous dit que c'est la charge à l'air 2 sur charge à l'air 1, 4 divisé par 3,2, qui donne une racine carrée de 1,25, qui nous donne un facteur de 1,118. On prend le même calcul avec le poids total volant, PTV2 sur PTV1, qui donne 100 kg sur 80. On en prend la racine et on obtient donc le même résultat. La nouvelle vitesse V2 est égale à la vitesse initiale multipliée par ce facteur, qui nous donne 38 multiplié par 118 et qui nous donne donc vitesse de 42,5 km/h avec un poids total volant de 100 kg, alors qu'on avait 38 km/h pour un poids total de 80 kg. Donc on voit bien qu'en conclusion, avec une même aile, on pourra avoir des vitesses qui varient en fonction du PTV. Dans notre cas, 80 kg, on vole à 38 km/h, et avec 100 kg, on vole à 42,5 km/h. Il y a tout de même une différence de 4,5 km/h. On va essayer d'expliquer un petit peu d'où vient ce facteur de proportionnalité. Dans la théorie de l'aérodynamique, la vitesse de vol d'une aile de parapente dépend de l'équilibre entre la portance, la force qui soulève l'aile, et le poids, la force qui tire vers le bas. Lorsque le poids augmente, la portance, ça paraît logique, nécessaire augmente également, ce qui va influencer la vitesse de vol. Pour cela, il faut mettre la relation de la portance, L, et par formule, c'est 1/2 de ρ S CL V carré. Alors ces facteurs, L c'est pour la portance, ρ c'est pour la densité de l'air, qui est une constante, S la surface de l'aile, mais ici c'est une constante, parce qu'on fait juste varier le poids total volant, CL qui est un coefficient de portance, qui lui est lié à l'aile, à la structure de l'aile, et c'est également une constante, et ce qui va varier, ça va être donc notre vitesse au carré. Si le poids augmente, la vitesse au carré doit augmenter pour maintenir l'équilibre portance-poids. On peut donc écrire la relation suivante. L, la portance, est fonction de la vitesse au carré, mais on a vu que la portance allait varier avec le poids puisque ça doit être équilibré, et c'est toujours fonction de la vitesse au carré. Si on isole V, V, la vitesse sera donc bien fonction du racine carrée du rapport des poids qui correspond à notre facteur de proportionnalité. La question qui est posée dans le manuel BPC, que pensez-vous de l'affirmation ? Se lester diminue les risques de fermeture. Les éléments de réponse attendus sont les conséquences sur le pilotage, la vitesse préserve des fermetures faibles, l'inconvénient si des fermetures plus fortes. Conséquences sur le pilotage. On pourrait réduire le risque de fermeture en adoptant un régime de vol lent, c'est-à-dire voler à incidence plus forte, mais ce n'est pas recommandé de voler aux basses vitesses en atmosphère agitée. Les modèles de vol actuels ont un rendement meilleur avec une charge à l'air élevée. Avec un PTV proche du maximum préconisé pour l'aile, les vitesses sur trajectoire sont plus élevées. Les tests de labellisation sont effectués au PTV mini et maxi de la fourchette indiquée par le constructeur. La conséquence du choix d'une charge à l'air est toujours un compromis. Une charge à l'air élevée présente un avantage en transition car plus de vitesse, mais constitue un handicap en ascendance. La charge à l'air plus élevée rend l'aile plus réactive et plus communicative. La vitesse préserve des fermetures faibles. Quand la charge à l'air augmente, la polaire de vitesse subit un accroissement homothétique. Pour la même incidence, les vitesses croissent ainsi que la pression de l'air dans la voile. La structure devient plus solide, l'aile est plus tendue et moins sensible aux fermetures, contrairement à une voile moins chargée.
plus molle et donc plus sensible aux fermetures. Inconvénient sur la fermeture plus forte, la fréquence des fermetures est plus faible, mais quand celles-ci se produisent, elles sont plus massives et surtout plus vives. La réouverture sera également plus vive. L'angle de dérive. Quand on vole, sans vent, on a une trajectoire sol qui est droite. Si du vent latéral apparaît, notre trajectoire va être déviée si on ne fait rien. Pour maintenir notre trajectoire, on va être obligé de voler ce qu'on appelle en crabe. La dérive apparaît lorsque l'aile subit un vent latéral. L'aile avance alors en crabe par rapport au sol. L'angle de dérive, delta, est l'angle entre la trajectoire R et la trajectoire sol, ou entre le vecteur vitesse sol et le vecteur vitesse R, portés respectivement sur ces trajectoires. On peut dire aussi que l'angle de dérive est formé entre la corde centrale et la trajectoire sol. La question posée dans le manuel BPC: quelles sont les deux droites qui définissent un angle de dérive? Les éléments de réponse sont une définition et un schéma. La définition: la dérive apparaît lorsque l'aile subit un vent latéral. L'aile avance alors en crabe par rapport au sol. L'angle de dérive delta est l'angle entre la trajectoire R et la trajectoire sol, ou l'angle entre le vecteur vitesse R et le vecteur vitesse sol, portés respectivement sur ces deux trajectoires. On dessine alors un petit schéma avec une aile, la trajectoire sol, le vent et l'angle delta avec la trajectoire R. On rappelle que c'est également le rapport entre la vitesse sol et la vitesse R. Et on peut dire aussi que l'angle de dérive est l'angle formé par la corde centrale et la trajectoire sol. La fermeture asymétrique. La fermeture asymétrique n'affecte qu'un seul côté de l'aile. La fermeture asymétrique est due à une diminution non symétrique de l'incidence sur une partie de l'envergure de l'aile. Une nouvelle incidence qui passe en sous-incidence a pour conséquence de déclencher la fermeture. Un vent régulier n'affecte pas le comportement de l'aile d'un point de vue aérodynamique. En revanche, une rafale perturbe sérieusement l'écoulement aérodynamique autour de l'aile. Les rafales qui ont pour conséquence une incidence réduite sont sur une diminution d'incidence trop importante, on l'a vu, de l'ordre inférieur à 5 degrés, sur une partie de l'aile, alors il y aura une fermeture. Par construction, on appliquera les rafales sur notre point d'application qui est l'étoile. Et donc on trouve la rafale de face, la rafale de dessus, la rafale arrière plongeante. Toutes les rafales de ce que l'on appelle le demi-cadran supérieur par rapport au vent relatif initial. Visuellement, on peut constater que les rafales dans ce demi-cadran peuvent aller au seuil de fermeture. La question posée dans le manuel BPC. Dans un vol turbulent, vous venez de subir une fermeture asymétrique, liée à des variations de paramètres essentielles pour votre vol. Lesquels? À l'aide d'un schéma simple, précisez ces paramètres. Les éléments de réponse attendus sont une définition et le schéma des rafales. Pour répondre à la question, on repart d'un schéma avec notre aile, la corde de dessiner
le vecteur V0, qui est notre vent relatif initial avec son angle d'incidence associé I0, l'étoile qui nous permet de mettre le point d'application de nos vecteurs, et on dessine effectivement le seuil de fermeture et son vecteur IF. On commence par une définition de la fermeture asymétrique. La fermeture asymétrique est due à une diminution non symétrique de l'incidence sur une partie de l'envergure de l'aile. Il suffira que la nouvelle incidence passe en sous-incidence pour déclencher la fermeture. On commence par la première, la rafale de face, et on dessine notre vecteur RF, rafale de face, appliqué à notre étoile, puis le nouveau vent relatif V1 et son angle d'incidence associé. On peut écrire par construction que le vecteur V1 est égal à V0 plus la rafale RF. C'est une rafale qui peut nous amener effectivement au seuil de fermeture de notre aile sur une rafale vraiment importante. On poursuit avec la rafale arrière plongeante. On reprend le même schéma initial. Soit on en fait un autre, soit on reprend le même schéma. On y dessine notre rafale arrière plongeante, RA, vecteur RA, puis son nouveau vent relatif, V1, et son angle d'incidence, I1. On voit visuellement également que on peut aller au seuil de fermeture, et on peut écrire à nouveau que le vecteur V1 est égal au vecteur V0 plus la rafale arrière plongeante. Et on voit bien visuellement qu'on peut aller sur une rafale arrière plongeante plus importante au seuil de fermeture. Pour la dernière rafale, de dessus ou descendante, toujours pareil, même schéma initial. On vient appliquer notre rafale de dessus ou descendante sur notre point d'application qui est l'étoile. On y dessine notre vecteur V1 et son angle d'incidence associé. Visuellement, on voit que si on agrandit le vecteur RD, qui est la rafale descendante, on pourrait aller au seuil de fermeture. Et on écrit V1, vecteur V1 est égal au vecteur V0 plus vecteur RD. L'entrée dans le thermique. Dans le manuel BPC, la question qui est posée, durant votre vol, vous entrez dans un thermique. Décrivez par un schéma simple l'effet sur la voile. Les éléments de réponse attendus sont le gradient des forces ascendantes dans le thermique et l'entrée dans le cœur montant. Il faut présenter le gradient des forces ascendantes dans le thermique. Pour cela, il faut montrer le gradient de courant thermique avec des flèches verticales pour les rafales qui montent. Entrée dans le cœur montant. On repart de notre schéma avec notre aile, la corde qui est dessinée, le vecteur initial V0 et son angle d'incidence I0, et notre point d'application qui est l'étoile. En entrée dans le thermique, il est nécessaire d'adopter la correction main haute, tout en assurant le contact avec notre aile. Cela permet d'avoir une incidence adaptée et surtout une marge au décrochage, liée à la rafale montante du thermique. Voyons ça. On dessine notre rafale montante, vecteur R, qui représente notre entrée dans le thermique. Puis, on trace notre nouveau vecteur V1 et notre angle d'incidence I1. On voit que V1 est supérieur au vecteur V0 et que l'angle d'incidence I1 est supérieur au vecteur I0. L'incidence a augmenté, la traînée augmente aussi et freine l'aile. Le pilote, lui, continue à avancer par effet inertie. L'effet pendulaire cabre l'aile et nécessite une remontée des mains afin de réduire l'incidence. Il est noté que un pilote de crosse aura tendance à freiner en entrée de thermique pour en profiter et pour engager le virage, lève le bras extérieur. La fermeture frontale. La question qui nous est posée dans le manuel BPC, comment expliquez-vous une fermeture frontale et ce qui a pu l'engendrer? Les éléments de réponse attendus sont définition et conditions de la fermeture frontale, le point d'arrêt,
le processus conduisant à cette fermeture. Définition et conditions de la fermeture frontale. Une fermeture frontale est un incident qui se produit au milieu du bord d'attaque de l'aile et qui peut se propager sur toute l'envergure. Sur ce petit schéma, on voit bien que le nouvel angle d'incidence est inférieur au seuil de fermeture, donc la fermeture frontale va se produire si elle est donc sur le milieu du bord d'attaque. Pour les processus qui conduisent à cette fermeture, il peut y avoir l'abatté de forte amplitude et non temporisé. Le vent relatif, pareil, va se retrouver dans sa zone inférieure au seuil de fermeture. Dépassement de la vitesse préconisée pour l'aile. Également, au bout d'un moment, l'aile va fermer par le milieu, par le bord d'attaque. Voile fortement détrimé, calé avec une incidence faible. Même chose, qui dit incidence faible dit qu'on va aller au seuil de fermeture. Rafale descendante avec une incidence inférieure au seuil de fermeture. Si on se rappelle, la rafale descendante viendra s'ajouter au vent relatif au point d'application par-dessus et peut venir aller au seuil de fermeture par une incidence trop faible. Il y a également la rafale de face avec une incidence inférieure qui ira au seuil de fermeture. Voyons à présent le point d'arrêt. On commence par l'aile avec une incidence normale. Il y a le point d'arrêt du profil. C'est là où le vent relatif est perpendiculaire à la surface et où les filets d'air se séparent. Au point d'arrêt, il faut noter que la pression dynamique est maximale. On voit bien visuellement qu'il y a une zone de surpression sur l'intrado et une zone de dépression sur l'extrado et qui est plus importante visuellement déjà que l'intrados. Si on prend maintenant notre aile en étant au seuil de la fermeture, le vent relatif s'est déplacé, notre point d'arrêt s'est déplacé, et au franchissement du seuil de la fermeture, la situation est la suivante. La pression est maximale sur le point d'arrêt, mais par contre, on voit bien que des choses se sont passées. La surpression qu'il y avait sur intrado s'est modifiée et la surpression qu'il y avait sur extrado a diminué. Et on voit maintenant qu'il y a deux zones de dépression au lieu d'avoir une zone de surpression sur l'intrado et une zone de dépression sur l'extrado. Il y a donc une perte de portance et le bord d'attaque ferme. Les ailes ne portant plus, comme on dit, elles se chiffonnent. Et si c'est une fermeture frontale massive, on parlera du coup ça sur toute la longueur du bord d'attaque. La vrille. La question qui est posée dans le manuel BPC, le départ en vrille est lié à un problème mécanique simple. Lequel? Les éléments de réponse sont le décrochage asymétrique, la justification aérodynamique. La définition du décrochage asymétrique. Un décrochage se produit quand l'incidence du profil passe en surincidence. Le décrochage est dit asymétrique quand il se produit seulement sur une demi-aile et que l'autre côté continue à voler. C'est donc en emmenant au décrochage un côté du parapente, en le ralentissant par excès et en laissant l'autre côté voler que l'on peut amorcer un décrochage asymétrique, c'est-à-dire une vrille. Un décrochage sur la demi-aile droite peut être obtenu par ralentissement de l'aile, puis lever la commande gauche tout en enfonçant excessivement la commande droite. En entrant dans le thermique, on freine légèrement pour profiter. Si on veut enrouler, on lève le bras extérieur. Pas de risque. Si par contre on abaisse excessivement la commande à l'intérieur, la demi-aile décroche et la voile
départ en vrille. Justification aérodynamique. La demi-aile décrochée s'enfonce alors que la demi-aile portante va avancer et tourner autour de l'axe de lacet. C'est le départ en vrille. Notons que la vrille ne fait pas perdre beaucoup d'altitude, c'est sa sortie qui est délicate. L'incidence. La question du BPC nous dit, à l'aide de schémas, illustrer une aile proche de la surincidence et de la sous-incidence. Quelles peuvent être les causes liées à ces deux situations? Les éléments de réponse attendus sont la sous-incidence, une définition et cause, la surincidence, définition et cause, et représentation sur un profil. On y va pour la sous-incidence avec une définition et les causes. La sous-incidence est atteinte quand l'angle d'incidence est égal ou inférieur au seuil de fermeture. La sous-incidence pourra se produire lors d'un événement transitoire qui réduit brutalement l'incidence de l'aile, par exemple une abattée non temporisée, une accélération qui produit un calage fortement modifié, en zone de turbulence, une rafale forte, descendante ou de face, et toute rafale du demi-cadran supérieur qui peut faire passer sous le seuil de fermeture. La surincidence est atteinte quand l'angle d'incidence est égal ou dépasse le seuil de décrochage. La surincidence pourra se produire sur un événement transitoire qui accroît brutalement l'incidence de l'aile, par exemple comme du surpilotage, pompé lors de l'atterrissage. En zone turbulente, une rafale forte montante ou arrière. Et on parle de toutes les rafales du demi-cadran inférieur qui peuvent faire approcher ou dépasser le seuil de décrochage. Le mieux, c'est d'avoir la représentation sur un profil. On dessine notre aile avec la corde, notre seuil de fermeture, avec VF qui pourrait être un vent relatif qui arrive à ce seuil de fermeture et son angle d'incidence IF associé. On dessine également le seuil de décrochage, puisqu'on vient d'en parler pour la surincidence, avec un vent relatif VD qui pourra aller au seuil de décrochage et son angle d'incidence associé ID. Le décrochage. La question qui nous est posée, dans le manuel BPC, le décrochage est lié à un problème mécanique simple. Lequel? Les éléments de réponse attendus sont quand se produit le décrochage, schéma des flux et force appliquée sur un profil, démonstration aérodynamique. Quand se produit le décrochage? Pas très dur, le décrochage se produit quand l'aile passe en surincidence. Pour cela, on va regarder ce qui se passe en incidence normale en vol équilibré. C'est un schéma qui vous est connu avec l'aile, la corde de tracé, V0 qui est le vent relatif avec son angle d'incidence I0, PA le point d'application. On voit sur l'intrado avec les plus la zone de surpression et sur l'extrado la zone de dépression. On voit également au centre de poussée CP0 initial le PTV qui est équilibré avec les forces aérodynamiques au-dessus. On voit également les filets d'air. On va être un peu plus précis. Les filets d'air, donc, on voit les filets d'air qui passent sous l'intrado et les filets d'air qui passent sur l'extrado, qui sont plutôt laminaires, avec sur la partie arrière de l'aile une zone turbulente, une zone tourbillonnaire. Voilà, ça c'est ce qui se passe en incidence normale en vol équilibré. Sur ce schéma animé, qui est issu du site Mecaflu, on voit l'explication du phénomène de portance aérodynamique qui peut être en partie donné par la variation de vitesse du fluide entre l'intrado et l'extrado. Cette variation de vitesse avec les particules qui parcourent la vitesse en extrado vont plus vite que celles qui vont à l'intrado, du fait d'avoir une plus grande distance. Ça provoque également une variation de pression qui génère de la portance. Pour rappel, c'est la théorie de Bernoulli. On voit également sur ce schéma que
les particules qui vont sur l'extrado ne vont pas arriver, contrairement à certaines croyances, en même temps que la particule qui va sous l'intrado. Encore une autre animation, toujours tirée du site Mécaflux, qui permet également de voir une animation un petit peu différente, mais qui explique le même phénomène qu'expliqué sur la slide précédente. On repart de notre schéma avec l'incidence normale en vol équilibré. Et on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe juste un instant avant le décrochage. On repart avec notre aile et on dessine notre vecteur V1 avec une incidence qui, comme on le voit, a augmenté. Le vecteur V1, la vitesse du relatif a diminué. Le point d'arrêt a migré un petit peu plus bas sur le bord d'attaque. L'intrado est plus ouvert au flux et exerce une plus forte pression. Côté extrado, on voit que l'air est accentué. Par contre, la zone, c'est un petit peu restreinte et c'est un petit peu rassemblé vers l'avant. Les flux d'air, du coup, vont être déviés. Et qu'est-ce qui va se passer juste derrière? Au lieu d'avoir de l'air qui était laminaire, on va avoir de l'air, un flux qui va être, comme on le voit sur cette image, flux qui va être d'abord turbulent, puis vers l'arrière qui va être vraiment tourbillonnaire. Et donc tout ça, ça ne favorise pas le vol, bien au contraire. On repart à présent de notre schéma que l'on vient de réaliser, juste un instant avant le décrochage. Et on va voir comment sont les flux appliqués sur notre aile d'en bas. On a notre vent relatif, où on a vu que le point d'arrêt s'était décalé, l'angle d'incidence a augmenté. Les flux sur l'intrado sont toujours laminaires, mais on voit également que la surpression a augmenté. Le flux d'air sur la partie extrado, on le voit avec le schéma du haut en bleu, la dépression est toujours présente, elle a augmenté, mais elle s'est quand même rapprochée du bord d'attaque. Mais c'est toujours de l'air qui est laminaire. Juste derrière, on va voir que l'air devient turbulent, jusqu'à devenir tourbillonnaire sur la fin de l'aile. Le système, l'équilibre, devient très instable et ça va mener au décrochage. Une dernière représentation du décrochage avec toujours, on est au courant maintenant, le PTV, vecteur PTV qui doit être toujours égal au vecteur des forces aérodynamiques. Sur ce schéma, on voit le centre de poussée qui correspond aux forces appliquées à l'aile et le centre de gravité qui est les forces qui sont appliquées à l'ensemble du pilote, de la sellette et de ce qu'on appelle le poids total volant. On voit que FA est bien aligné sur le PTV et sont de force et d'intensité équilibrées. Transitoirement, sur le déclenchage, juste un instant avant, on voit que le centre de poussée, on l'a dit tout à l'heure, se décale vers l'avant, un petit peu plus vers le bord d'attaque, ce qui fait que FA ne sera plus aligné avec le PTV. Le système qui cherche un équilibre va, en faisant cabrer l'aile, retrouver sa stabilité pendulaire. Et on voit bien sur ce dernier schéma à droite que FA est bien aligné avec le PTV. L'autorotation. La question posée, expliquer les causes d'un départ en autorotation. Les éléments de réponse sont les facteurs favorisants, les causes, la manifestation d'une autorotation et les mécanismes aérodynamiques. Les facteurs favorisant l'autorotation, ça va être comme souvent la vitesse, une forte charge à l'air, un grand allongement,
et l'effet pendulaire d'un long suspentage. Les causes, c'est un incident de vol de type fermeture asymétrique ou cravate qui vont être les causes d'un départ en autorotation. La manifestation d'une autorotation, s'il n'y a pas correction, la demi-aile restée ouverte va tourner de plus en plus vite autour de la demi-aile fermée, qui freine, entraînant le pilote en marche arrière. L'accélération cessera lorsque l'axe de rotation sera entre le pilote et l'aile. C'est ce qu'on appelle l'autorotation. Concernant le mécanisme aérodynamique, une demi-voile ferme, le centre de poussée s'éloigne du centre de gravité, la voile abat dynamiquement et plonge vers le bas. La trajectoire de l'aile et du pilote s'extériorise. Le poids apparent augmente et contribue à maintenir l'autorotation. L'angle d'incidence avec les oreilles. La question posée dans le manuel BPC, le fait de se mettre aux oreilles fait-il varier l'angle d'incidence? Précisé à l'aide d'un schéma. Les éléments de réponse sont une réponse intuitive et une réponse formelle. Pour répondre à cette question, j'ai choisi de lier la réponse intuitive et la réponse formelle. On commence tout d'abord par représenter qu'est-ce qui se passe sans les oreilles. Avec notre aile, les vecteurs, vous connaissez maintenant le vecteur portance qui est perpendiculaire au vent relatif ou également à la trajectoire, et le vecteur traînée qui est donc parallèle. La résultante de la portance et traînée nous donne les forces aérodynamiques qui sont vers le haut. À l'opposé, on va trouver le vecteur PTV vers le bas. Je représentais également la vitesse horizontale sur la vitesse verticale, qui rappelle, c'est la finesse. J'ai également représenté l'angle de planée, qui est l'angle entre l'horizon ou la vitesse horizontale avec la vitesse ou le vent relatif. J'ai également mis en bleu l'angle d'incidence qui est entre la corde de l'aile et le vent relatif ou la vitesse sur trajectoire. Et je vais représenter l'assiette qui est entre la corde et l'horizon. Rappel, PTV doit toujours être égal à FA. Ce qui veut dire qu'avec les oreilles, on devra également observer cette règle. Les forces aérodynamiques devront être équilibrées et égales avec le poids total volant, qui lui, du coup, ne change pas. Rappelez-vous, vous avez l'image en tête, hein, lorsque l'on se met aux oreilles, une grande partie de la surface portante diminue. La traînée augmente, la portance diminue. Ça permet ainsi de maintenir la même intensité de la force aérodynamique. Par contre, la vitesse horizontale va baisser et le taux de chute, lui, va notamment augmenter. Regardez, hein, visuellement, on le voit bien, la différence entre les schémas. Et ça va nous donner, du coup, une nouvelle trajectoire plus plongeante. L'angle de planée, le nouvel, que j'ai appelé PO, pour l'angle de planée aux oreilles, et l'angle d'incidence IO, pour l'angle d'incidence aux oreilles, ont également augmenté. Par contre, on peut observer que l'assiette reste la même. On peut donc dire que le vecteur PO, portance aux oreilles, est inférieur au vecteur portance sans les oreilles. On peut également, c'est visuel, marquer que la traînée aux oreilles est supérieure à la traînée sans les oreilles. Pour conclure, j'ai remis le schéma avec les oreilles et on peut à présent écrire que le PTV est toujours égal aux forces aérodynamiques. On l'a vu dans notre exemple, c'est égal du coup aux forces aérodynamiques avec les oreilles et ça représente une constante. Ça ne bouge pas. PTV
toujours égale aux forces aérodynamiques. Force aérodynamique avec les oreilles, c'est bien égal au vecteur P0 plus T0 qui représente la portance aux oreilles avec la traînée associée aux oreilles. Et on a vu également que l'assiette, c'est une constante. Avec ou sans oreilles, l'assiette sera toujours la même. Voilà les parapotes, c'est la fin de cette partie sur la mécanique de vol et aérodynamique. Ça constitue un premier jus sur ce thème-là. Je ferai évoluer forcément cette présentation en prenant en compte les retours et en corrigeant les erreurs que j'ai certainement dû faire à certains endroits. Voilà, bonne révision et à bientôt. À quoi penses-tu en général? À Montauban. On ne devrait jamais quitter Montauban.